Donc, je me présente pour ceux qui m'auraient pas déjà croisé ou vu par un Zoom ou un corridor au CIRST. Donc, je suis Jean-Benoît Cormier-Landry, je suis l'actuel coordonnateur scientifique du Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Donc, il me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Florian Charbonnin après ces quelques péripéties de Zoom et de partage d'écran qui sont devenus le nouvel ordinaire. Donc, pour une conférence de ce midi qui s'intitule Folksonomie de la qualité de l'air. Sens commun et expertise dans une expérimentation citoyenne de mesures particulières par microcapteurs. Alors, Florian Charbonnin est directeur de recherche au CNRS en France et sociologue. Il a travaillé par le passé sur l'institutionnalisation de l'environnement et il se consacre actuellement au monitoring citoyen dans le domaine de la biodiversité et de la pollution de l'air. Parmi ses ouvrages, donc les sciences participatives au secours de la biodiversité, paru en 2019, et donc un ouvrage collectif, un air familier, socio-histoire de la pollution atmosphérique, pardonnez-moi, paru un peu plus tôt en 2015, donc aux presses de l'École des Mines. Alors, sans plus tarder, si vous voulez bien, je vais laisser M. Charbonnin nous présenter, faire sa présentation aujourd'hui. Puis, bien évidemment, au fil de la discussion, je vous invite à prendre en note les questions que vous pourriez avoir. C'est possible de les poser là, via texte dans la section chat, puis on pourra les relayer à la fin de la présentation. Puis évidemment, il y aura une discussion qui pourra suivre après la présentation de M. Charbonnin, à qui je cède la parole demain. OK. Eh ben, merci bien pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'intervenir au CIRST. Moi, je connaissais le CREST à l'époque, il y a très longtemps, où Camille Limoges œuvrait avec Alberto Cambrosio. Donc, voilà, j'ai connu ça dans les années 90. Et je suis très content donc, d'intervenir dans cette institution sur la recherche sur les sciences et les techniques de Montréal et surtout à l'UQAM. Donc, voilà. Alors, mon propos, c'est donc les folksonomies de la qualité de l'air. Donc, je vais m'expliquer un petit peu plus avant. D'abord, avant de présenter le plan de mon intervention, rappeler que la question du sens commun et des savoirs professionnels a été remis au goût du jour par des philosophes qui reprennent la tradition en fait, du XXe siècle de philosophie. Et je pense notamment à Isabelle Stengers dans son dernier ouvrage qui s'appelle « Réactiver le sens commun ». Et donc, cette question des rapports entre sens commun et savoir professionnel est d'autant plus importante dans le domaine de la pollution de l'air que la relation a été assez distendue. En fait, la première perception de la pollution de l'air jusqu'au milieu des années du XXe siècle était liée à des perceptions personnelles de sens commun, comme la fumée des usines, qu'on mesurait avec les échelles de Ringelmann, donc qui étaient des systèmes de quantification rudimentaires pour mesurer la noirceur des fumées. On mesurait aussi les odeurs, qui sont une partie importante des différents règlements et lois sur la pollution de l'air en France depuis le 1810. Et puis, ça c'est dans les années 60, ça s'est distendu. On a de plus en plus utilisé la professionnalisation de la mesure avec des instruments de mesure. Donc, par exemple, dans les années 60, l'AFPIRO, l'instrument de mesure soufre-fumée qui s'est développé un peu partout en France et en Angleterre et dans d'autres pays, qui technicisait en fait la mesure. Donc voilà, donc, du coup, la question que pose… donc moi, je vais vous parler d'un projet qu'on a lancé, qui a été financé par l'ADEME en 2018-2021, qui s'appelle Shakebox. Donc je vais vous en parler un peu plus après. Mais l'idée, c'était de voir comment on pouvait relier de nouveau le sens commun à l'expertise en donnant des microcapteurs de pollution de l'air, alors des microcapteurs de pollution de l'air particulière, PM1, PM2,5, PM10, à la population dans le cadre d'une expérimentation. Je vais revenir un peu là-dessus plus tard. Alors, le projet s'inscrit dans une
une méthode et un protocole de recueil de l'information qu'on pourrait dire data-driven, hein, pour reprendre les termes de Bruno Stresser pour la biodiversité. Mais ça marche bien pour la pollution de l'air, c'est-à-dire dans la prolongation de ce que font les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, c'est-à-dire la production de données. Et donc, toute l'activité consiste à produire de la donnée quantitative sur des polluants variés. Et ça existe en France depuis les années 60, avec les premières associations de mesure de la qualité de l'air qui étaient à l'origine, à part quelques précurseurs comme à Paris, la préfecture de Paris, ou dans d'autres départements, mais en gros, les premières associations ont été liées à l'association pour la prévention des pollutions de l'air dans les années 60, qui ont disséminé des antennes locales, qui ont commencé à mesurer l'air dans une optique de production de la donnée, hein, donc carrément, on va dire, neutre politiquement, c'était ça l'enjeu. Et ça a été repris après par les gouvernements futurs, jusqu'à la loi sur l'air de 1996, la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, la loi LOR en France, qui a systématisé donc ces associations qui sont devenues agréées, des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, donc qui sont des associations dont le but essentiel, c'est de produire de l'information. Donc notre projet Checkbox est porté notamment par une de ces associations qui sont regroupées depuis 1996 au niveau régional. Donc la nôtre s'appelle Atmo Aura, donc Aura pour Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc c'est avec cette association Atmo Aura qu'on a trouvé l'infrastructure qui permettait de diffuser des micro-capteurs à la population et d'avoir un suivi de calibration des informations important. L'un des objectifs de notre projet, c'était de savoir comment on pouvait rapprocher un peu la connaissance donc des ASCA, notamment sur la qualité de l'air qui est assez quantitative, assez standardisée, et puis des mesures particulières de chacun, tout un chacun qui est sensible à la qualité de l'air d'une manière différente, et donc comment on pouvait rapprocher les deux. Et c'est là-dessus dont je vais vous parler, c'est notamment de ces folksonomies. Je vais prendre juste un petit élément de notre enquête collective qu'on a menée depuis 3 ans. Cet élément s'appelle ce que j'ai appelé les folksonomies de l'air, c'est-à-dire comment les personnes codifient leurs mesures prises par les microcapteurs. Donc, je vais procéder en 3 temps. D'abord, la méthodologie de Checkbox, donc notre étude collective, et la question des folksonomies, qui m'appartient plutôt, cette question des folksonomies. Ensuite, la codification citoyenne et l'expertise. Et en 3e terme, la thématisation des folksonomies. Donc, la méthodologie Checkbox, elle porte sur donc une association entre un microcapteur qui a été sélectionné parce qu'il est open source. Il est fabriqué par une ONG américaine qui s'appelle l'AirBeam, AirBeam 2 en l'occurrence, et qui mesure plusieurs choses, qui mesure des particules fines pour l'essentiel, qui mesure aussi, je crois, l'hygrométrie et puis la température, mais ces données ont été, ces mesures ont été inhibées dans l'appareil pour notre étude. Et donc, on a un appareil qui s'appelle un microcapteur qui mesure les particules par laser, par faisceau laser, et donc qui a été utilisé uniquement pour 3 types de mesures, les PM10, les PM2,5 et les PM1. Donc, ce sont des particules extra fines pour les PM1, et puis des PM2,6, de 5 et 10, qui sont donc une des nouvelles manières de parler de la pollution de l'air par les particules qu'on appelait avant la fumée, etc. Donc là, on a une mesure beaucoup plus spécifique sur les PM, avec des tas de controverses, parce que les PM ne distinguent pas la substance chimique qui est mesurée, donc on ne mesure que de la granulométrie de l'air. Donc ces microcapteurs sont donc distribués à un certain nombre de gens sur plusieurs régions françaises, et donc on va les mettre en marche. Ils sont rechargeables sur batterie, on les met en marche,
Et donc, ils sont couplés à un smartphone et une application smartphone qui a été mise en place par la Atmora qui s'appelle la Captotech. Et à partir de ces microcapteurs, on peut mesurer la pollution particulière de ces trois échelles, 10, 2,5 et 1. Mais ces microcapteurs ont un vrai problème, c'est qu'il faut les recharger. Et ils ont une autonomie relativement faible de quelques heures. Donc, pour un certain nombre de gens qu'on a contactés et qui ont accepté de participer, il y a eu une déception parce qu'ils pensaient pouvoir mesurer la pollution de l'air de leur exposome, comme on le dit maintenant, c'est-à-dire de 8 heures du matin à 20 heures du soir. On leur a dit, ben non, là, il faut séparer votre mesure parce qu'il faut recharger la machine et il faut que la machine soit couplée avec un smartphone. Et le smartphone doit fonctionner aussi, donc il faut le recharger. Ce qui veut dire, en gros, que pour mesurer dans le cadre de Checkbox, il faut faire des sessions. Des sessions de mesure qui sont relativement courtes, plus ou moins courtes, ça va de quelques minutes à quelques heures. Et donc, il va falloir diviser son temps de mesure en sessions, et c'est ce qu'ont appris les participants à l'opération. Alors, je disais, le système de microcapteurs fonctionne donc sur batterie. Vous l'avez vu, il est disponible pour assez petit, hein, ça s'est fait un petit carré, un petit losange de quelques centimètres de côté. Donc, on peut le trimballer partout, on peut l'emmener avec soi, on peut l'emmener dans la voiture, on peut l'emmener dans les chalets, dans les WC, partout. Et ce microcapteur est lié à une application smartphone de la Captotech qu'il faut télécharger sur son smartphone, avec des soucis d'ailleurs sur certains smartphones qui ne marchent pas, notamment les Apple, les iPhones. Mais en gros, sur les Android, ça marche. Et donc, voilà une page qui montre ce qui est visualisé en temps réel lorsqu'on couple le microcapteur à l'opération, à l'application smartphone. Donc, ça donne une idée de quelque chose de très important qui a été relevé par Cardon notamment, c'est-à-dire que grâce à la visualisation en temps réel par le smartphone, on est capable de voir ces données. Ce qui était impossible à faire avec les ASCA auparavant, puisque les ASCA contrôlaient des stations fixes ou des stations semi-mobiles, retranscrivaient les données en centrale, dans les antennes des ASCA, et ensuite faisaient des cartes ex post pour montrer l'état de la qualité de l'air. Là, avec le smartphone, on est capable de voir directement ce qu'on respire, en gros. C'est-à-dire qu'à l'endroit où on respire, on peut, avec l'application, voir mesurer directement et visibiliser les mesures de particules fines qui, généralement, sont totalement inodores, incolores et invisibles. Donc ça, c'est un enjeu important du smartphone, de voir ces données. Donc, je passe après l'application à la question de où ça se passe pour nous, cette expérimentation de Checkbox. Bien, elle est multi-sites, elle va prendre plusieurs sites et plusieurs campagnes de mesure qui vont s'étaler dans le temps. La première campagne de mesure va concerner la métropole de Grenoble. Donc, on va recevoir 383 demandes sur la métropole et on va en sélectionner une trentaine, 29 exactement. On va faire la même opération l'année d'après sur deux petits villages de l'agglomération grenobloise, c'est Cessin et Cessinet d'une part et Herbès d'autre part, où on va recruter aussi des personnes on aura 11 personnes sur Cessin, Cessinet et 21 sur Herbès. Et la dernière partie qui, moi, me concernait plus particulièrement, c'était ce qui s'est passé l'hiver dernier dans l'agglomération d'Annonay, qui est une bourgade en Ardèche, donc toujours dans Auvergne-Rhône-Alpes, en France. Si vous connaissez un petit peu, voilà, c'est une région de début des Cévennes, dans les contreforts des Cévennes, une région assez accidentée avec des montées, et j'expliquerai que l'importance de la pente aussi dans la mesure. Donc, on a sélectionné des gens. Alors, notre projet Checkbox concernait en particulier le chauffage au bois. Donc, on n'a pas une sélection des personnes qui vont être recrutées pour des raisons statistiques, donc avec une représentativité de la population française. On a plutôt cherché des profils contrastés
de femmes, d'hommes, des classes moyennes, des classes plus ou moins libérales, etc. Et on a cherché surtout à panacher et avoir beaucoup de gens qui avaient un chauffage au bois chez eux. Donc, ça peut être un foyer ouvert, ça peut être un chauffage thermique avec un poêle à bois ou un foyer d'appoint, enfin, n'importe quel type de chauffage du moment qu'il était à bois. Donc, notre statistique était plus contrastée et on a réussi, en gros, à mener, malgré le Covid, ces opérations sur les 3 années, donc, y compris sur 2020 et 2021. Donc ça, c'est plutôt une réussite, avec un biais quand même important qui est qu'on on ne touche pas. Alors, j'ai été très, très déçu à Annonay parce que c'est une région agricole. On n'a pas touché d'agriculteurs. On a touché plutôt des classes moyennes, les classes moyennes aisées, qui sont des gens, comme dirait Pierre Bourdieu, qui sont les gens qui manifestent une bonne volonté culturelle à répondre aux questionnaires et à répondre aux initiatives. Donc ça, on n'a pas dérogé à la règle. Voilà, les gens qu'on a, c'est plutôt des gens de ce type-là. On n'a pas d'ouvriers, on n'a pas d'agriculteurs, en gros. On a des employés, des classes moyennes et des classes supérieures. Maintenant, ce qu'on a essayé de regarder, enfin ce que j'ai essayé de regarder quand je parle de folksonomie, c'est une. Je vais revenir sur ce que c'est qu'une folksonomie, mais on n'a pas regardé avec mon collègue sociologue qui s'appelle Stéphane Labranche, qui est québécois d'ailleurs, qui est un grand homme mais qui est québécois. On n'a pas regardé les données de captation, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas intéressé au PM2,5, au PM1 et au PM10 qui étaient mesurés. Dans les termes, on n'a pas fait de statistiques de la captation en termes de quantité de polluants mesurés. On n'a pas non plus regardé les déterminants sociaux des personnes qu'on recrutait, même si on a fait un petit questionnaire à chaque fois qui donnait un peu une idée de type de catégorie socio-professionnelle, d'âge, d'environnement et d'attitude vis-à-vis de la pollution de l'air. Mais ce n'est pas vraiment ça qui m'intéresse aujourd'hui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est les noms de session. Donc, ce sont des noms de session qui témoignent de l'obligation. Donc, je vous ai parlé de session. Donc, le dispositif technique impose de faire des sessions de mesure. Et le dispositif technique tel qu'il est pensé par Atmo et par Airbim impose de nommer les sessions qu'on fait. C'est-à-dire que chaque fois qu'on ouvre une session de mesure, il faut la nommer. Et donc, moi, ce qui m'a intéressé, c'est cette activité-là pour les personnes qui utilisent le smartphone, de nommer leur session. C'est-à-dire comment ils nomment leur session. Qu'est-ce qu'ils disent quand ils nomment leur session? Quels sont le vocabulaire qu'ils emploient? Et ça, c'est très intéressant. Et donc, on retrouve tous ces noms de session sur la Captothèque, qui est la base de données d'Atmo Aura, sur lesquelles sont répertoriées toutes ces informations, à la fois la donnée GPS de là où la captation a eu lieu, et à la fois le nom qu'on a donné la personne qui a mesuré. Donc, c'est là où je me suis dit, tiens, ces noms de session, ils me font penser à quelque chose que j'ai découvert tardivement, parce que, d'après ce que me dit Lorna Hitton, ça fait longtemps que ça se discute dans les cercles de l'Infocom, mais moi, j'ai découvert ça tardivement et je me suis dit, ça, c'est intéressant, c'est cette notion de folksonomie. Donc, la définition qu'on a donnée, celui qui a inventé le terme folksonomie, hein, folksonomie is the result of personal free tagging of information and objects, anything with a URL for one's own retrieval. The tagging is done in a social environment, usually shared and open to others. Donc, par rapport à ces folksonomies, je trouve que le rapprochement est intéressant, mais il y a des différences. D'abord, le premier rapprochement, c'est qu'on est toujours sur du codage sur Internet. Donc, tout est donné sur Internet et les codages faits par chacun sont visibles sur la base. Donc, il y a une véritable ouverture publique à ce type de codage. Ces codages sont réalisés par les personnes elles-mêmes. Donc, on est bien sur le folks de la folksonomie.
Mais en revanche, elles ne sont pas vraiment faites pour cataloguer les informations qui sont codées à travers la captation de pollution. Peu de personnes les utilisent pour s'orienter sur la plateforme Internet. Même si on va voir que c'est le cas quand même pour un certain nombre de cas. Voilà. Alors j'en viens à la codification citoyenne et à l'expertise. Donc, ce qui m'a intéressé dans les noms de session, donc je les ai tous récupérés, j'ai tout récupéré les noms de session de toutes les sessions qui ont été faites sur l'agglomération grenobloise, sur Herbès, Cessin et Cessin et sur l'agglomération d'Annonay. Donc, ça nous donne une sorte de stock de phrases, de locutions qui ont été utilisées pour nommer ces sessions. Et ça nous donne un peu une idée de ce qui est mesurable. Mesurable par les gens, puisqu'on a une quantité assez énorme de mesures. Et on s'aperçoit à travers ces mesures qu'il y a tout n'est pas mesuré. Et que par rapport à la liberté auquel pouvait prétendre l'outil open source informatique, en fait, les gens ne mesurent pas tout. Il y a des choses qui ne sont jamais mesurées, puis il y a des choses qui sont mesurées en quantité. Donc, et du coup, la question qui se posait, c'est qu'est-ce qui est de l'ordre du mesurable? Qu'est-ce qui constitue le mesurable? Et donc, c'est cette question qui m'a intéressé, avec des travaux que j'avais faits sur la biodiversité, qui montraient aussi que généralement, les sciences participatives, donc là, on a un exemple d'essai de sciences participatives, elles ont beau être totalement open grâce à l'outil Internet et numérique, elles sont en fait assez cadrées, cadrées différemment, mais cadrées quand même. Donc, il y a deux éléments qui vont jouer sur ce cadre. D'abord, c'est le nom de session comme idée force. Alors ça va être utilisé par Atmohora. Atmohora va faire des sessions de présentation du matériel, alors en présentiel dans les 2 premiers cas à Grenoble et en distanciel à Annonay, puisqu'on ne pouvait pas, il y avait le blackout, enfin on ne pouvait pas se déplacer facilement pendant les périodes de confinement. Et donc, il y a toute une partie d'apprentissage du matériel qui est réalisée par Atmohora et le service après-vente d'Atmohora qui est là pour expliquer lorsqu'il y a un dysfonctionnement du matériel, qu'est-ce qui se passe, comment on peut faire. Et pendant ces ateliers de formation, Atmohora propose des possibilités de mesure. Et ces possibilités de mesure sont aussi inscrites sur la Captothèque avec deux rubriques différentes, mais qui se cumulent, qui sont les challenges et les missions. Donc, sur la Captothèque, on peut accepter, quand on rentre sur la Captothèque, un challenge ou une mission et dire, voilà, je vais mesurer dans le cadre de cette mission ou dans le cadre de ce challenge. Alors, je vous ai listé un peu une bonne partie des challenges et des missions qui avaient été proposées par Atmohora. Donc, c'est d'abord l'habitat et le chauffage. Il y a aussi la météorologie, donc, qui va être prisée par les gens, même s'ils ne rentrent pas dans cette catégorie-là. Il y a beaucoup d'informations qui vont être données sur la météo. Les déplacements, et on va voir ce qu'il en est des déplacements. Le milieu professionnel et l'industrie, ça, il y a peu de gens qui vont l'utiliser, ce label-là. L'inversion thermique, alors ça va provoquer des grandes discussions pour savoir ce que c'est que l'inversion thermique. Donc, il va falloir expliquer aux personnes, et Atmo va expliquer aux personnes ce que c'est que la cuvette grenobloise et comment, dans certaines circonstances, l'inversion thermique fait que la pollution reste bloquée au sol. Les variations d'altitude, là, on va voir que sur Annonay, ça va jouer un grand rôle. Le trajet domicile-travail et enfin l'aération de mon logement qui va être beaucoup utilisée aussi par les internautes. Donc ça, c'est une première catégorie qui sont des noms de sessions proposés comme ça par Atmohora qui vont servir pour certains à cadrer et qui vont être aussi des opérations de sauvetage pour des gens parce que certaines personnes ne savaient pas quoi mesurer et finalement elles vont se raccrocher à ces labels en se disant bah, tiens, ça c'est intéressant de mesurer ça. Et puis il y a la deuxième activité de ces noms de session
qui ne sont pas des noms de session proposés par Atmo Aura, mais qui sont des noms de session utilisés par les personnes dans leurs propres termes. Donc, il y a dans le protocole de saisie des noms de session, il y a obligation de saisir un nom de session blanc qui va être donc utilisé par les participants pour mettre du texte en disant voilà, telle session, ça va être tel texte que je vais utiliser. Et ce qui est intéressant dans ces noms de session que j'appelle des comptes rendus, c'est qu'on est au plus proche de la mesure, c'est-à-dire que la personne, quand elle mesure, est obligée de nommer ce qu'elle mesure et de nommer l'intention qui fait qu'elle va mesurer ça. Donc, on est tout à fait dans la logique du compte rendu de l'ethnométhodologie de Garfinkel, où la personne, à travers son nom de session, quand elle choisit librement, décrit ce qu'elle est en train de mesurer. Donc, voilà, it's an account, comme disaient les Anglais, un compte rendu de ce qu'elle est en train de mesurer. Et de ce fait, ce compte rendu va servir pour un certain nombre de cas de mémorisation. Donc là, on est vraiment dans la folksonomie à la Van der Waal, mémorisation utilisée comme le nom servant de mémorisation de quelque chose qu'on veut réutiliser par le futur et dans lequel le fait d'aller sur la cartothèque va nous aiguiller vers une classification personnelle d'une série de mesures qu'on a réalisées. Alors, je vous donne un exemple. Il y a une personne, par exemple, sur Grenoble, qui va décider de mesurer à différentes époques du jour et de la nuit le quartier Joseph Vallier et qui va donc nommer sa session à chaque fois Joseph Vallier et qui va pouvoir revenir comme ça sur plusieurs sessions et plusieurs jours sur qu'est-ce qui se passe quand on met en série Joseph Vallier avec ce nom de session Joseph Vallier. Il y a deux autres occurrences qui vont être assez intéressantes, qui vont être cette fois négociées entre les participants qui vont se réunir collectivement sur la commune d'Herbay, qui vont être de mesurer la cour d'école d'Herbay parce qu'elle est sous le vent d'une cheminée. Et donc, ils voulaient voir si ça polluait ou pas. Et donc, le nom de session qui va être défini pour cette session-là va permettre aux participants de mémoriser des mesures de captation faites à différents endroits, à différentes heures de la journée, dans différents jours, par différentes personnes. Et donc, le nom de session permet de regrouper tout ça. Et la troisième occurrence, c'est la même chose, mais pour la commune, pour l'agglomération d'Annonay, où les internautes vont se mettre d'accord collectivement en réunion pour se dire on va mesurer le trajet entre Annonay et la vallée du Rhône. Donc on monte à Annonay, il faut monter 150 ou 200 mètres de dénivelé pour aller à Annonay. Et donc il y a des gens qui vont dire on va se coordonner. Alors ce n'est pas une coordination collective au sens où on mesure collectivement tous ensemble au même endroit, mais on va se coordonner par les noms de session pour que chacun, à sa manière, mesure la distance entre la vallée et Annonay et mesure la pollution qui existe entre les écarts de pollution entre la vallée et Annonay. Et le test, ça va être dans les noms de session pour se repérer, on va appeler ça plateau-vallée. Donc, plateau-vallée, c'est un nom de session qui résume toutes ces initiatives. Alors, là où je veux en venir avec ces différentes catégories, donc soit des noms de session un peu consignes à suivre ou des noms de session un peu langage qu'on se donne pour qualifier ce qu'on est en train de faire, des comptes rendus, c'est qu'il y a deux occurrences en fait qui vont avoir lieu dans cette façon de fabriquer des noms de session dans Shakebox. La première occurrence, elle est portée par l'association Atmo Aura, c'est de faire un langage hiérarchique. Donc, ce qui intéresse Atmo, c'est de couvrir l'ensemble des mesures possibles, du mesurable, et donc d'avoir des catégories qui s'additionnent et qui couvrent tout. Donc, c'est l'idée de fabriquer de la catégorie de mesure qui va englober des pratiques. Et les gens vont pouvoir s'inscrire dans ces pratiques en s'inscrivant dans la catégorie. Donc ça, c'est une première façon de voir qui est une sorte de langage hiérarchique
qui a été menée par Atmo, c'est-à-dire on a des catégories et on peut faire une sorte de grammaire de l'ensemble des mesures qui ont été faites en les faisant rentrer dans des catégories englobantes, mutuellement exclusives, et en les additionnant, on arrive à couvrir tout. Ça, c'est une première possibilité de temps d'agrégation de la donnée. Et l'autre possibilité, c'est celle qui est plus utilisée par un certain nombre de personnes qui ne vont pas, pour certaines, se reconnaître dans les catégories guides proposées par Atmo, et qui vont dire, par exemple, moi, je préfère les catégories libres, comme ils les appellent. Et ces catégories libres, bah, c'est plutôt un autre type de langage, c'est un langage naturel des participants qui consiste et qui va concerner, ce qui est intéressant, c'est que plus de la moitié des tags ou des noms de session des participants sont différents les uns des autres. Donc, il y a plus de la moitié des participants qui vont utiliser leur propre langage pour taguer, pour faire des noms de session sur leur pratique. Donc ça, c'est important. Et ça montre un peu le sorte de langage naturel du nom de session, c'est-à-dire comment les gens utilisent leurs propres termes pour coder leur session dans une sorte de langage naturel qui relève plutôt des circonstances dans lesquelles ça a été fait, avec des noms différents, et des circonstances qui décrivent plutôt ce que Michel de Certeau appellerait des arts de faire, en fait, de la nomination des sessions et donc de la création de données, de captation de données sur la pollution. Donc, par rapport à ces noms de session, donc soit langage hiérarchique, soit langage naturel, j'introduis cette notion qui est importante parce que on va voir que je vous donnerai des exemples de termes utilisés. Vous voyez, c'est assez bigarré et c'est la chair un peu de la représentation que les gens se donnent de la pollution de l'air. Enfin, c'est très, très varié et les motifs sont très variés. Et pour aborder cette variété des motifs, je vais prendre cette notion, cette distinction que fait Vinciane Després dans un autre bouquin complètement différent qui s'appelle La danse du cratérium écaillé, c'est un bouquin d'éthologie. Elle dit qu'il y a une différence entre la variation qui est utilisée pour étudier une variation par rapport à des déterminants, et donc utiliser un déterminant et montrer comment ça varie par rapport à ce déterminant, et puis ce qu'elle appelle des variétés, c'est-à-dire la diversité du vécu, et qui est intime plutôt à énumérer cette diversité. Donc, dans un cas, on a des variations autour d'un centre, d'une catégorie. On voit bien ce que veut faire Atmo, par exemple. Et dans l'autre cas, on a une énumération de variétés. Et cette énumération de variétés, c'était plutôt notre perspective à Stéphane Labranche et à moi-même, c'est-à-dire de faire droit à la diversité de l'utilisation des noms de session par la population, et donc faire droit à cette diversité. Et cette diversité, elle est reprise par Vinciane Després, qui parle d'anecdote dans ces termes-là. L'anecdote étant cette assistance sur la variété plutôt que sur la variation. Et ces anecdotes, j'en donne quelques-unes. Par exemple, il y a une personne qui a été du côté d'Annonay qui va faire une séance de bougies qui consiste à allumer beaucoup de bougies le 8 décembre. Donc, le 8 décembre, c'est la fête de la Vierge Marie à Lyon. Et traditionnellement, quand on fête Marie à Lyon, on allume des bougies qu'on met sur les devantures, sur les fenêtres des maisons et des immeubles. Donc, elle va faire ça le 8 décembre et elle va mesurer, elle va en mettre le maximum possible et elle va mesurer la pollution qui sont créées par ces bougies et la suite de ces bougies. Un autre exemple, c'est les patates à la flot, c'est-à-dire une recette traditionnelle de patates, et on mesure lorsqu'on commence à faire la cuisine, qu'est-ce qui est de l'ordre de la pollution que représentent ces patates à la flot. Un autre exemple d'anecdote, c'est la mesure de l'allumage des foyers à l'intérieur. Donc, on mesure à l'intérieur lorsqu'on allume le foyer, puis on va capter à l'extérieur ce qui sort de la cheminée, puis on revient une heure après, une fois que le foyer est éteint, pour mesurer ce qui reste comme pollution dans le foyer. Donc, vous voyez, des pratiques différentes. Ou alors, à Saint-Martin-d'Hères, une personne qui va mesurer
la pollution à 2 mètres de sa fenêtre qui donne sur un grand cours où il y a beaucoup de voitures, et puis après qui va mesurer à 3 mètres. Donc voilà, on est sur ce type d'anecdote, on est sur ces noms de sessions qui décrivent ce type d'anecdote, qui donc pour nous a été important de montrer, dont il a été important de montrer la variété plutôt que la variation. Alors, ces anecdotes, une fois qu'on a dit qu'on a exposé cette variété des anecdotes et du travail du sociologue de donner droit à cette variété-là plutôt qu'à une tentative de synthèse et de quantification de la chose, il n'en demeure pas moins qu'on avait une base de données d'un certain nombre de noms de sessions, de l'ensemble des noms de sessions, et ces noms de sessions, alors, en parlant de variété, on parle d'aire de famille, c'est-à-dire comment des noms de sessions différents captent un aire de famille entre les différents noms de sessions. Et il ne s'agit pas ici de dire que les noms de sessions sont le vécu le plus brut de la pratique de la captation de pollution. Il s'agit plutôt de faire varier, un peu comme Wittgenstein parle de jeu de langage, de faire varier cette variété des noms de sessions pour essayer d'en trouver des sortes d'intégrales ou des éléments constitutifs d'une catégorisation qu'on peut faire de cette variété. Donc, et c'est en fait ce que permet d'une part le fait de qualifier chaque nom de session par un nombre de mots restreints, et puis de les avoir tous dans la base de données pour pouvoir les traiter d'un seul bloc. Et je répète, c'est des noms de session qui sont très très variés. Par exemple, je donne des choses très très précises qui ont été notées par les internautes, et les internautes notent beaucoup de choses très précises. Par exemple, chemin de Villars, du 532 au 850, aller-retour sans vent. Voilà un exemple de nom de session, et on voit la précision qui a été apportée à mesurer cette donnée, qui montre que les personnes sont aussi très attachées, enfin les participants et participantes sont très attachés à la qualité de ce qu'ils exposent, en sachant que ça correspond aussi à ce qu'on leur a dit du microcapteur, qui est un microcapteur qui est calibré par l'Atmora et qui est calibré pour faire de la mesure exacte. Donc, on n'est pas sur de la mesure approximative, on est sur de la mesure exacte. Et on retrouve dans les non-sessions ce souci d'exactitude, en fait, pour les personnes. Donc, en retenant tous ces noms de session assez précis, ou plus ou moins précis, dans la base de données, on peut les thématiser, on peut en faire une thématique. Et je voudrais en donner trois grandes catégories thématiques de cette variété. Donc, bien évidemment, ça n'épuise pas la variété de tout ce qui a été proposé, mais on peut quand même les classer dans plusieurs thématiques qui sont intéressantes parce qu'elles décrivent la singularité des pratiques de sens commun vis-à-vis de la pollution de l'air. Alors, la première pratique de sens commun vis-à-vis de la pollution de l'air, c'est de mesurer des écarts. Donc, des écarts dans les activités, c'est-à-dire un avant-après. Par exemple, on fait un barbecue. On mesure avant, on mesure pendant, on mesure après. Donc, on a une activité et on va mesurer l'écart que peut représenter la pollution au moment où on n'a pas encore allumé le feu et au moment où on l'a allumé. Autre exemple beaucoup pratiqué, le déplacement. On va mesurer, donc il y a des monts de session, par exemple, de Vorep à Grenoble. On mesure des différences qui sont des différences spatiales, où on va mesurer le trajet de telle partie à telle partie, ou alors la traversée d'Annonay, ou alors des activités du type test d'allumage poêle à bois fermé, moins de 2 mètres. Par exemple, ça, c'est aussi des noms de session qui arrivent dans les catégories qu'on a repérées. Et donc, c'est des noms de session qui sont importantes parce qu'elles sont liées aussi à une des qualités de la mesure qui avait été proposée par la visualisation sur smartphone des données. C'était la couleur, c'est-à-dire qu'il y a du rouge, du vert et du jaune. Et donc, les personnes qui ont mesuré s'étaient très intéressées à mesurer
Bon, mesurer du rouge, bien évidemment, mais surtout mesurer des changements de couleur. Donc, ce qui les intéressait, c'était quand ça change de couleur. C'est-à-dire que si on mesure que du vert, si on mesure que de la basse émission, ce n'est pas très intéressant. Donc là, on a aussi un élément important de sens commun, c'est comment mesurer des choses qui changent, comment mesurer des écarts, comment mesurer le passage du vert au rouge, par exemple. La deuxième type de mesure qui a été utilisée, c'est la mesure de ce qui est perceptible. Donc là, on retrouve la vieille histoire de la mesure du XXe siècle, du début du XXe siècle, c'est-à-dire qu'on mesure des activités qui sont potentiellement polluées parce qu'on voit ou parce qu'on sent. Donc ça va être par exemple un des noms de session qui va être après pain brûlé. Donc on va mesurer, on va faire brûler du pain, il y aura de la fumée et on mesure ce qui s'est passé après le pain brûlé pour voir si c'est pollué ou pas. Autre exemple, odeur de fumée qui revient assez souvent aussi. C'est-à-dire qu'on sent quelque chose, on va prendre le microcapteur et on va essayer de voir si ça se répercute sur des particules en hausse. Ou alors la bouilloire qui a été aussi évoquée, c'est-à-dire on fait chauffer de l'eau, la bouilloire émet son jet de vapeur et comment c'est retranscrit, est-ce que ça pollue ou pas. Et la troisième mesure, type de mesure qu'on a pu répertorier, c'est les mesures d'ambiance. Et alors avec des choses assez cocasses. Hein. Par exemple, il y a quelqu'un qui mesure le cours de grec. Donc voilà, il prend un cours de grec et il va prendre son microcapteur et il va mesurer le cours de grec. À Grenoble, il y en a qui mesurent le bas des pistes, par exemple. Ils prennent le téléphérique ou le tire-fesse et ils mesurent en bas des pistes ce que ça donne. Il y a des gens qui vont mesurer le foyer de ski de fond, par exemple, toujours sur Grenoble. Le milieu hospitalier, voilà, des jardins ou alors des quartiers. Donc ça, c'est la troisième possibilité, troisième typologie, on va dire, de variété qui expose ces différentes variétés de mesures et de noms de session. C'est la question des ambiances. Alors, je voudrais en finir en conclusion. Je pense que j'aurais tenu à peu près mon temps là. C'est de mesurer un peu les écarts entre la grammaire des pratiques telle qu'elle est visée par Atmo, Aura et par les ASCA en général, qui cherchent à travers les expériences de sciences citoyennes à massifier en fait la donnée pour en faire quelque chose de standard. Et puis le langage, la fidélité, le langage naturel et la fidélité des personnes aux circonstances et aux aléas qui représentent la décision de mesurer tel aspect de leur activité à tel moment. Voilà, il y a même des gens qui s'utilisent eux-mêmes dans le nom de session en disant « je prends de l'essence » par exemple. On a un nom de session qui va être « je prends de l'essence ». Donc, il va falloir resituer la personne qui a dit qu'elle prenait de l'essence pour comprendre ce qu'elle a mesuré. Donc ça, c'est le premier point. Donc, pour nous, sociologues, il ne s'agissait pas de savoir si la mesure était vraie ou fausse, si effectivement ce qui mesurait était effectif, correspondait à une mesure liée au chauffage au bois ou à la pollution de l'air extérieur ou pas. Nous, ce qui nous intéressait, c'était d'envisager ce qui, à travers la mesure, oblige ceux qui mesurent, les mesureurs et les mesureuses. Et de ce point de vue-là, il y a deux types d'obligations qu'on retrouve et qui sont assez différentes et qui distinguent encore beaucoup le sens commun du savoir professionnel. La première obligation, celle des participants qui se sentent obligés par la mesure qu'ils font de la pollution de l'air, l'enjeu que représente pour eux la pollution de l'air, qui sont obligés par cette mesure de témoigner de ce qu'ils ont mesuré. Donc ça, on l'a beaucoup dans les comptes rendus d'entretien qu'on a eu avec les personnes sur cet effort de transmission. C'est-à-dire, une fois qu'on a mesuré, on est comptable de ce qu'on a mesuré et on va dire aux autres, bah là, non, la bougie, non, l'encens, non, ça pollue beaucoup, ça a beau sentir bon, ça pollue énormément, etc. Donc les mesureurs se sentent, il y a une sorte d'obligation
qui se créent à travers des enjeux qu'ils perçoivent de la pollution de l'air vers une transmission aux autres, à autrui, de ce qui les a concernés par cette mesure-là. Ils disent en séance qu'ils ont été sensibilisés par les projets de sciences participatives auxquels ils ont participé. Et donc, cette sensibilisation, ça joue aussi sur ce sentiment d'égard par rapport à ce qu'ils ont fait et qui les oblige à un certain discours. Et puis, donc ça, c'est la première version. La deuxième version, c'est celle plutôt d'Atmo, qui est liée à ce qui constitue le fonds de commerce des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, c'est-à-dire la mesure réglementaire. C'est-à-dire que ce que mesure Atmo, ce sont en particulier de tout ce qui est mesuré officiellement suite au règlement de la Commission européenne, enfin de l'Union européenne. Et donc, ce qui les intéresse, Atmo, c'est cette mesure réglementaire et donc cette mesure standard. Et effectivement, la mesure anecdotique dont j'ai parlé de la bougie qui fume est un peu exogène par rapport à leurs propres intentions. Même si pour, en tout cas, l'ancienne directrice de Atmo Aura, ces mesures citoyennes, c'était le début, le démarrage d'une capacité de montée en puissance de mesures qu'on distribuerait, de capteurs qu'on distribuerait à la population en général, pour avoir une finesse de captation de la pollution que n'ont pas les stations fixes qui sont liées à des endroits particuliers et qui sont modélisées ensuite pour retranscrire la pollution dans les différentes parties de la ville, mais avec une mesure citoyenne. Si elle était calibrée et s'il y avait un certain nombre de garanties, on pourrait dire, dans le langage d'Atmo, que ça donnerait des mesures standards qui seraient tout à fait intéressantes. Voilà, donc la question que je me pose au final, c'est est-ce qu'au-delà de la sensibilisation de la population, les microcapteurs citoyens peuvent permettre de refaire le lien historiquement distendu, comme je l'ai dit, par 75 ans de professionnalisation, de refaire ce lien entre le fait d'être victime de la pollution et le fait d'être auteur de la mesure de la pollution dont on est victime. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui était fort éclairante. Je crois qu'il y a déjà une première question de Lorna ici, à qui j'aimerais céder la parole pour… Ah non, c'est un petit applaudissement. Je mélange toujours les émojis. Alors, j'ai une question, par exemple, de Florence ici, à qui je cède la parole maintenant. À toi, Florence. Merci, Jean-Benoît. Merci beaucoup, Florian. C'était vraiment intéressant. J'ai un premier commentaire. J'ai trouvé vraiment intéressant ces sessions, la possibilité et puis l'attention que vous avez accordée dans la recherche aux noms de sessions en langage naturel, comme tu disais, c'est-à-dire les noms de sessions inventés par les participants. Et je trouve ça extrêmement intéressant de voir dans quelle mesure ces noms-là reflètent le rapport à la pollution, ou ce qu'on considère comme étant important à mesurer. C'est ce que tu évoquais. Est-ce que c'est mes propres activités? J'ai aimé la recette de patates à la fou. Ou alors l'activité des autres. Et je trouve qu'en termes de retombées de ce type d'études, pour les collègues qui s'intéressent à l'éducation à l'environnement ou ce genre de programme, il y a vraiment quelque chose là à retirer. Ça, j'ai trouvé vraiment très intéressant. J'ai une question sur, tu évoquais De Certeau, c'est vrai, ces noms-là reflètent des manières de s'approprier le dispositif et puis une certaine pratique. Et je me demandais si vous aviez regardé dans quelle mesure est-ce qu'il y avait des différences en termes d'appropriation et de type de participation en termes de quantitatif, mais aussi qualitatif, entre les personnes qui utilisaient plutôt les noms de session personnalisés, donc eux créés, versus les personnes qui se limitaient, je ne sais pas si c'était le cas, mais aux noms de session déjà fournis. Est-ce que là, vous étiez en mesure déjà d'observer un rapport à la pratique différent et puis
des usages du capteur différencié. Une autre question que j'ai, c'est sûr, tu finissais avec la dimension du lien. Moi, je me posais la question de la sociabilité. Est-ce que, parce que tu évoquais le fait que les participants pouvaient utiliser un même nom de session, donc s'entendre, entre guillemets, par la médiation du dispositif sur une mesure commune. Comment est-ce que les gens, est-ce que dans le dispositif, il y avait une manière pour les gens d'être ensemble, de discuter? Comment est-ce qu'ils faisaient collectif, en fait? C'est la question que je me suis posée. Et puis peut-être une toute dernière, tu as évoqué un tout petit peu les catégories socio-professionnelles, un peu des participants, mais comment vous les avez recrutés, ou plutôt, non, c'est plutôt, est-ce que les participants, c'était des gens qui étaient déjà engagés dans des projets de sciences participatives? Est-ce que c'était des gens qui n'avaient jamais participé? Comment s'est fait, en fait, l'engagement, l'enrôlement des participants? Bon, ça fait plusieurs… alors, il y a des choses faciles à répondre. Par exemple, comment s'est fait le recrutement? En fait, on a fait feu de tout bois, c'est le cas de le dire, parce que c'était sur le chauffage au bois. En passant par les réseaux de Atmo-Aura, de leurs lettres, en passant par exemple pour l'Ardèche, ça a été aussi, et pour Grenoble, ça a été le cas aussi, par les ALEC, les agences locales d'énergie-climat, qui ont leurs propres lettres, leur propre réseau. Sur Annonay, il y a eu une émission de radio locale de France Bleu du Point qui a été faite avec une interview de la personne qui s'occupait de ça à Atmora pour présenter le projet. Il y a eu pas mal de canaux, la presse aussi. Dans le cadre des villages, à Herbès par exemple, il y a eu une campagne de tractage dans la commune pour inciter les gens à participer. Donc, voilà, on a essayé de multiplier les moyens pour toucher les gens. L'idée, ce n'était pas de prêcher des convertis, hein, c'était vraiment d'essayer d'élargir un peu le panel, même si on n'y est pas arrivé à fond. Mais du coup, on a des gens qui… Il y a eu plusieurs cas, par exemple, il y a eu un élu qui a participé parce qu'il était persuadé que le chauffage au bois n'avait aucun effet sur la pollution atmosphérique. Et voilà, il s'est aperçu que si, ça avait beaucoup d'effets sur la pollution particulière. Donc, on a ce type de figure. On a un journaliste aussi qui a participé dans le cadre de Grenoble. Et puis, on a des cas marginaux comme quelqu'un qui avait déjà utilisé un capteur, mais pour le radon chez lui, donc qui passait du radon à la pollution de l'air. Mais en général, c'est plutôt des gens qui n'étaient pas forcément dans des réseaux de sciences participatives. Non, ça, c'est pratiquement aucun. C'était plutôt, c'était lié au mode de collecte, enfin au mode d'intéressement qu'on avait pour que les gens s'inscrivent. Et notre grand étonnement, c'était quand la première session qu'on a faite donc, sur la métropole grenobloise, quand on a reçu 383 réponses, on a été subjugué. Enfin voilà, on s'est dit, mais c'est énorme ce que ça mobilise dans la population, quoi. Ce qui n'était pas le cas après. Hein. À Annonay, il a fallu qu'on aille chercher plutôt les gens. Donc voilà, donc ça c'est pour le mode d'information sur Checkbox. Sur le travail de sociabilité, de collectif, de faire collectif, on a eu plusieurs cas de figure. Le cas de figure emblématique, ça a été sur les deux villages, donc Cessan-Sissinay et puis Herbers. C'est que dans notre groupe de Checkbox, dans notre équipe, il y a une scope qui s'appelle la Turbine, qui est spécialisée dans l'animation avec les outils numériques. Et donc, il y a tout un travail sur ces deux communes, ces deux séries de communes. Il y a eu tout un travail de fait où les personnes ont été réunies physiquement dans les mêmes lieux, ont travaillé sur les projets qu'ils pouvaient avoir en commun de mesure de la qualité de l'air. C'est là où est sortie, par exemple, l'école,
Et c'est là où ils se sont dit, tiens, bah, il faudrait qu'on mesure l'école, parce que l'école, c'est quelque chose qui nous touche tous. On a des enfants sur place et on sait qu'il y a le chauffage urbain qui est à côté. Donc, on se demande si ça ne pollue pas. Et les écoles, même sur Annonay, ça c'est revenu à plusieurs reprises. La question des écoles est importante pour faire collectif, justement. C'est cette association entre l'éducation de nos enfants et puis le souci qu'on peut avoir de la pollution. Donc ça a été, et ça, sur la deuxième phase, donc sur Herbès, Cessin et Cessinet, la turbine a turbiné, c'est le cas de le dire, pour travailler en collectif avec des collectifs habitants en réunion physique et qui a défini des points de vue, enfin des points de mesure collectifs. Donc ça a été le cas pour l'école, ça a été le cas aussi pour la mesure dans les hameaux, où ils voulaient aussi vérifier que dans les différents hameaux de Herbès, les pollutions étaient à peu près la même. Donc, il y a eu des choses de fait coordonnées autour des hameaux. Sur Annonay, on n'a pas pu le faire parce qu'on était en confinement. Donc, ça s'est fait par Internet, c'est-à-dire qu'on a fait une visioconférence. On a rencontré les gens et on a fait une visioconférence pour… il y a la moitié des personnes qui se sont connectées. Et on a défini du collectif, mais un collectif particulier, ce n'était pas un collectif où on mesure tous ensemble au même endroit. C'était ce que je disais, une coordination par biais Internet, où les gens se sont dit, bah, tiens, il faudrait qu'on mesure la différence entre Annonay et la vallée. Et donc, ils se sont dit, bah, tiens, on va mesurer ça. Chacun dans notre coin, on peut pas se réunir parce qu'on est confiné, mais chacun dans notre coin, on mesure. Donc, moi, je descends chercher mes enfants dans la vallée, bah, je vais mesurer. Moi, je descends… raccompagner un ami dans la vallée, ben, je vais mesurer, etc. Donc voilà, ça c'était pour la partie sociabilité et travail collectif. Donc on a eu des choses assez différentes. Et puis la première question, il y a un vrai regret et il faudrait reprendre tout le matériel qu'on a parce que c'est un matériel extrêmement riche. Il faudrait faire le pont entre la substance mesurée et puis la personne qui mesure. Et ça, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait le pont entre… on peut faire le pont plus facilement entre le GPS, par exemple, et la personne qui mesure. Donc ça a été fait par Atmo, où on a pu montrer qu'il y avait des parcours, quand je dis de Vorep à Grenoble, on peut le voir sur la géoréférencement des mesures. On voit beaucoup de cas de mesure où ce sont des parcours et on les voit descendre la vallée, on les voit monter dans la Chartreuse ou dans le Vercors, et on voit ces parcours. Et ça, on peut les indexer à des personnes et à des noms de sessions. Mais on n'a pas fait le travail qui serait très, très intéressant de mesurer en gros les gens qui mesurent qui s'inscrivent dans un challenge, par exemple, et puis les gens qui mesurent en libre, ça, on ne l'a pas fait. Et c'est dommage, c'est vraiment une butée de la recherche parce qu'on a tout le matériel, on a possiblement toutes les connexions et ça serait vraiment très intéressant. Ce serait une première de mesurer, enfin de faire le pendant entre la quantité mesurée et puis la stratégie utilisée pour mesurer ce qu'on… Enfin, et ça, on ne l'a pas fait et c'est vraiment dommage, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que… Ah, je vois des mains levées. Donc, cette fois, oui, Lorna et Stéphane Castonguay. Je n'ai pas pu voir qui avait levé sa main en premier. Je vais essayer d'être galant et je vais proposer à Lorna de poser sa question en premier. J'ai une soutenance à 2 heures. Fait que je peux laisser Laura parler, mais je vais partir aussi. C'est bon. Donc, allez-y, M. Castonguay. Merci, Florian. Donc, j'ai la soutenance à 2 heures. Je vais faire ça rapidement et quitter rapidement. C'est un commentaire, mais il y a une petite question technique ici. Quand les gens utilisent l'application à partir du codage initial par la compagnie, j'avais l'impression que c'est des noms de lieux génériques. Et la compagnie peut par après situer, localiser où
la capture, la mesure de la capture a été faite. Et ce qui me fascinait un peu quand je regardais la façon dont les gens codaient eux-mêmes le nom de la place de la mesure, c'est qu'ils identifiaient le lieu. Et donc, le travail d'appropriation qu'on voit par les citoyens vise également à situer leur activité de mesureur et à situer également le lieu où on imagine la pollution se produire. Et où ça devient intéressant, c'est que où effectivement la compagnie voit à localiser cette mesure-là et le citoyen se sent pas obligé, mais ressent le besoin de vraiment localiser le lieu de la mesure, d'identifier un lieu propre à son activité et propre à la pollution qu'il semble détecter. Donc, c'est juste, en fait, que tu rectifies si ma compréhension du mécanisme est bon et commenter aussi sur ce besoin pour les citoyens de situer cette connaissance de la pollution détectée. Ça, c'est un vrai... c'est quelque chose qui est difficilement compréhensible pour les gens d'Atmo. Ça tient... Alors, il y a plusieurs choses, mais je vais répondre en 2 temps. Mais le premier temps, c'est que ça a été très précisément mis en information, enfin informé comme ça par les campagnes d'information qu'on a eues pour recruter du monde, nous disant votre compétence nous intéresse, venez participer à de la recherche. Et quand on leur dit ça, on leur dit aussi que ce que je disais, c'est que le capteur est calibré. On ne donne pas n'importe quel capteur. Le capteur est calibré, il donne la valeur juste, enfin juste raisonnablement vu, toutes choses égales par ailleurs techniquement. Mais, et du coup, dans la manière d'aborder la chose par les personnes qui tient à la façon dont ils ont été informés et où ils se sont sentis attirés par ça, il y a cette idée de précision. C'est-à-dire que, et ça c'est une première notion, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a beaucoup de noms de sessions qui sont très très précis sur le lieu où ça a été fait, qui est redondant avec le fait qu'ils sont déjà géoréférencés, parce que de toute façon, la mesure est géoréférencée. Mais n'empêche, il y a cette volonté de dire c'est Saint-Martin-d'Air, c'est pas ailleurs, c'est Vorep, ou c'est tel hameau de Chartreuse, etc. Ça, c'est un point important qui est difficilement compréhensible pour les gens d'Atmo, et qui est difficilement compréhensible parce que comment dire, cette précision va avec le fait de jouer avec la machine de manière un peu ludique. C'est-à-dire qu'il y a c'est moins un protocole scientifique qu'on met en place, c'est plus une liberté qu'on se donne, mais une liberté qu'on précise. Donc ce truc-là, il est difficilement compréhensible pour Atmo, parce qu'il n'y a pas de protocole derrière. L'autre chose, c'était sur la situation des mesureurs et sur un autre étonnement qu'il y a eu autour de ces mesures situées. C'est en particulier, donc ça a beaucoup été commenté par nous-mêmes lorsqu'on s'est réunis autour de l'équipe, des gens qui montent à Autran, qui montent dans le Vercors, qui sont à Grenoble, donc cuvette polluée, inversion thermique, donc ils mettent leur capteur, c'est dans le rouge, ils montent et ils se disent on va aller dans le vert. Et ils montent dans le vert, effectivement, donc on sort de la cuvette thermique, d'inversion thermique de Grenoble, on arrive au-dessus de la mer de nuages, on arrive à Autran, et c'est dans le vert, et on passe dans un petit village où il y a des cheminées qui fument, et là, ça retourne dans le rouge. Et là, c'est le choc pour un certain nombre de personnes, de se dire, mais nous, on voulait s'aérer les poumons en montagne, et qu'est-ce qu'on voit? On voit que là où on voulait s'aérer les poumons, c'est pollué. C'est pollué aux particules par la cheminée.
la cheminée du hameau dans lequel on passe. Donc, il y a eu cet effet vis-à-vis d'un certain nombre de gens, pas tous, hein, loin d'être tous, mais cet effet, et ça a été vu par d'autres sur des pollutions qu'ils estimaient être importantes et qui en fait ne l'étaient pas, ou par des choses insignifiantes qu'ils pensaient ne pas polluer comme l'encens, et où ils s'aperçoivent que ça pollue énormément l'air intérieur. Donc voilà, on a eu toute cette gamme d'étonnements entre mesureurs et objets de mesure. Donc je ne sais pas si je réponds complètement à ta deuxième question, mais c'était voilà, là-dessus. Mais en gros, ce n'est pas un gadget. Voilà, ce pourquoi ça a été vendu, ce n'est pas un gadget. Venez pas vous exercer comme ça pour le fun avec le matériel. On vous vend un truc qui est efficace et toute la déception aussi qu'il y a derrière, c'est de dire, pour Atmora, c'est de dire, c'est pas un gadget, on vous vend quelque chose de précis et vous allez pouvoir faire de la vraie mesure scientifique. Et à la fin, on n'en fait rien parce que c'est pas protocolé. Donc il y a là, c'est difficile. Là. Merci. Et au revoir. Merci pour vos questions, Stéphane. Salut, Stéphane. Au revoir. Bonne soutenance. Ouais, bonne soutenance. Donc, je cède la parole à Lorna qui avait une question aussi. Ouais. Merci. C'est peut-être plus un commentaire qu'une question. J'ai été interpellée ou j'ai été très intéressée par la distinction que tu fais entre variété et variation. Et j'associe la variation à cet souci de standardisation, la mesure standardisée, etc. Et la variété que vous avez montré avec les libellés des sessions, l'intention, etc. Ce que je pense que une des choses qui ressort pour moi clairement dans ton étude, c'est il y a simultanément pour les personnes, mon interprétation, cette sorte de curiosité ou ludicité. On va mesurer les patates à flot, on va allumer des bougies et on va voir, disons, qu'il n'y a rien de protocolaire. Mais en même temps, il y a ce souci d'exactitude ou d'être systématique qui, dans la littérature, on a tendance à séparer ces choses-là. Les amateurs sont soit capables ou pas incapables de suivre un protocole, d'être systématique, d'avoir une méthode. Mais ici, on voit quelqu'un qui va mesurer à 2 mètres de la fenêtre, à 3 mètres de la fenêtre, etc. Donc, évidemment, en même temps qu'il est peut-être ludique et anecdotique, idiosyncratique, il est aussi en train de suivre une méthode. Donc, je trouve que ça mène, ça nous oblige à re-questionner les catégories qui sont souvent utilisées dans les sciences participatives. Je pense qu'il y a une catégorie qui permet de faire le lien avec tout ça, c'est expérience. Ouais. Les gens font des expériences. Donc, ils expérimentent avec l'outil au sens où c'est free, c'est un peu en fonction de leurs intérêts du moment. Mais en même temps, c'est précis au sens où ils essayent d'expérimenter quelque chose, ils essayent de rendre compte précisément de ce qu'ils ont voulu faire, quoi. Donc, je pense qu'autour de les rapports expérience-expérimentation, il y a moyen de travailler cette reconsidération, effectivement, des sciences participatives de ce point de vue-là. Ouais. J'aimerais céder la parole à Laure qui a une question. Qui a la main levée. Juste pour compléter, c'est la discussion qui vient de se finir. Moi, j'avais le sentiment que dans ce que tu as appelé anecdote, c'était beaucoup de la recherche de quel rôle moi j'ai dans l'émission des polluants. Ouais, qu'est-ce que ça fait quand j'allume mes bougies? Qu'est-ce que ça fait quand j'ouvre la fenêtre? Ou, Et donc, dans ta conclusion, tu parlais de rapprocher les victimes de pollution, mais aussi les émetteurs, quoi. On n'est jamais que l'un ou que l'autre.
Et voilà, j'avais vraiment l'impression que ces anecdotes qui étaient... Moi, j'avais aussi noté que c'était quand même protocolé, qu'il y avait quand même une recherche de quelque chose de sérieux, mais en plus dans qu'est-ce que je fais, moi, dans tout ça, est-ce que j'en produis de la pollution ou pas? Ça réfère, tout à fait, enfin, ça réfère à des articles qu'on a consultés pour bâtir l'état de l'art dans le rapport, de Bickerstaff notamment, qui pose un vrai problème qui est derrière, c'est-à-dire dans le fait de mettre la focale, et comme le fait l'expérimentation avec les microcapteurs, on met la focale sur des personnes et sur effectivement leur rôle dans la pollution. En plus, c'est du chauffage au bois. Donc, on est 2 fois stigmatisé, c'est-à-dire non seulement c'est nous qui faisons la pollution, mais en plus, on le fait parce qu'on chauffe au bois et donc on peut mesurer la pollution que nous, on produit en tant que chauffage au bois. Ce travail-là, il y a une manière de le saisir dans un contexte plus général qui, moi, m'embête, qui est celui du néolibéralisme, c'est-à-dire et qui va avec, par exemple, le fait qu'à l'ADEME, ils ont arrêté de financer des projets sur les pollutions industrielles, en disant il n'y a plus personne sur la pollution industrielle, donc on ne finance plus de projets sur la pollution industrielle. Et par contre, on finance des projets sur le chauffage au bois. Tiens, c'est bizarre. Donc, il y a une vraie interrogation derrière politique qui est de se dire, OK, ces microcapteurs, c'est super, on va pouvoir mesurer des choses, mais alors, qu'est-ce qu'on mesure quand on dit chauffage au bois? Et est-ce que la question, ce n'est pas d'étendre de faire sortir cette mesure canalisée par les termes même de notre projet de recherche sur le chauffage au bois et les termes même des ATMO dont certaines ont tendance à focaliser la science participative sur comment on peut changer nos pratiques, et d'utiliser ce matériau-là pour étudier, par exemple, des chauffages urbains ou des usines qui polluent, parce qu'on peut très bien utiliser un microcapteur en se mettant à Fos-sur-Mer, à côté de l'étang de Berre, on aura des quantités de pollution. Et ces pollutions seront effectivement industrielles. Mais ce n'était pas comme ça qu'a été formaté le truc, et c'est très difficile de s'en sortir de ce prisme un peu néolibéral du change-toi toi-même, quoi. C'est-à-dire que finalement, ce matériel, ça te permet de te dire, bah, c'est toi le coupable. Donc, tu changes ta pratique, ce qui a beaucoup fait couler d'encre dans nos discussions, ça a été le chauffage par le haut, l'allumage par le haut, par exemple, moi j'ai essayé, j'ai pas encore réussi à trouver le truc, mais qui permet de brûler les fumées directement dans le poêle et dans les inserts, au lieu d'allumer par le bas, qui suppose de faire de la fumée parce que tu brûles tout ce qui est au-dessus, tu allumes par le haut. C'est une technique scandinave qui permet que le feu brûle la fumée au fur et à mesure qu'elle sort, et donc tu as moins de combustion, enfin tu as une combustion plus parfaite, quoi. Mais là, on arrive à ce détail-là. Ce détail, c'est de montrer la responsabilité des gens sur la pollution qu'ils émettent et de divertir par rapport à d'autres types de pollution qui sont tout autant incriminables. Peut-être aussi moins sur les particules fines que sur des pollutions chimiques. Aussi, les particules fines, c'est beaucoup de chauffage au bois quand même. Et d'ailleurs, il y a même des appels à projets de l'ADEME qui sont tournés que là-dessus, l'utilisation des microcapteurs dans des changements de comportement. Enfin, ce n'est pas que les ASCA qui... Oui. Ben, notre projet, oui. Les projets, les projets d'ICAC, c'était ça aussi, quoi. Moi, j'avais 2 petites questions, en fait, dont une est très simple, puis l'autre a été partiellement répondue, au moins par l'intervention qui précède. En fait, je me demandais, tout à l'heure, on parlait de la question de la accessibilité, puis vous avez présenté un peu des captures d'écran de l'application liée au dispositif. Est-ce qu'il y a une composante sociale à même l'appli qui permet de voir
autour de chez moi ou d'autres utilisateurs ont fait une session qui s'intitule, je ne sais pas, ragoût de boulette, là, pour reprendre une autre recette, tiens, ou autre chose. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ou qui permettait aux gens de voir ce que les autres mesuraient ou pas? Alors, c'est les grandes discussions qu'on a dans notre collectif où Atmo serait plutôt pour supprimer le langage naturel et ne retenir que des catégories préconstituées, en disant c'est ça qui peut servir de quantification et le reste, c'est équations congrues. Donc ça, de toute façon, il n'y a pas de prévu dans le futur de la captothèque de lignes laissées à libre cours à ce que vous voulez noter par rapport à ce que vous avez mesuré. À ma connaissance, il n'y a pas. Et puis, il y avait une autre composante qui était importante qui a beaucoup aussi été une sorte de précaution qu'on avait au départ et une peur en fait qu'on avait au départ quand on a monté le projet, c'est que ça serve la délation entre voisins. C'est-à-dire que les gens mesurent la cheminée du voisin en disant bon, regardez, si vous polluez, et je vais vous le mettre noir sur blanc et il y a tant de particules fines dans votre cheminée, etc. Et ça, on l'a systématiquement ça n'a pas porté à délation, mais on l'a dans les résultats. On a beaucoup de gens qui mesurent la pollution du voisin. Sa pollution ou la pollution du voisin. Et vraiment, on a eu très peur au départ en se disant mais qu'est-ce qu'on va lever comme IF, quoi. Oui, effectivement, c'est un peu tordu comme utilisation, mais ça fait partie des risques. Mais c'est tout aussi intéressant, je trouve, je dis à titre de commentaire, cette idée de remettre, d'enlever la possibilité du langage naturel en un sens, puisque ça permet, si les données sont géolocalisées, entre autres, et qu'on voit qu'est-ce qui est mesuré, ça permet de mesurer, en fait, pour reprendre un terme cher à De Certeau, ça permet de mesurer, d'observer une certaine délinquance à travers des itinéraires construits puis à travers des normes. Donc, ça, c'est sûr que c'est une autre option qui peut donner lieu à d'autres résultats. Mais moi, je me demandais surtout, en fait, la question de la sensibilisation, c'est vraiment très, très intéressant. Moi, ça m'a beaucoup intéressé dans votre présentation, dans les discussions qui ont suivi, mais je me demandais si dans le protocole de la recherche, il y avait eu soit une demande de rétroaction ou un sondage fait en aval de l'utilisation des dispositifs par les gens. Puis si il y aurait lieu, ou si ça a été fait peut-être, de mesurer ou d'analyser des différences dans la confiance qui est donnée par les utilisateurs aux mesures plus professionnelles, justement. Est-ce qu'on y adhère toujours autant, on y croit plus, ou est-ce qu'on a une genre de suspicion plus systématique envers les méthodes plus professionnelles ou des organismes chargés de la mesure non citoyenne après avoir testé la chose? Je ne sais pas si ça a été fait. Alors, on ne l'a pas fait. On est resté très proche dans le temps, en fait, de ce que les gens ont utilisé, des capteurs qu'ils ont utilisés. Et donc, quand ils ont rendu les capteurs, on a arrêté notre étude. Donc, on n'a pas ce temps long de savoir au bout de 6 mois, ce qui a changé ou pas. Il y a les travaux de Elsa Fogère qui porte un peu sur un des points que vous avez évoqués, sur le fait que les dilettantes qu'elle étudiait par rapport aux professionnels de la qualité de l'air qu'elle étudiait, elle s'est aperçue du risque inversé, c'est-à-dire que les dilettantes ont beaucoup plus de foi dans la mesure professionnelle que les professionnels ont de foi dans leur propre mesure. C'est-à-dire que, quelque part, et je pense que ça serait intéressant de voir comment cette expérimentation avec les microcapteurs a permis de redistribuer un petit peu les cartes entre cette foi dans la mesure scientifique et puis cette perplexité par rapport au protocole jamais terriblement clair
qui fait qu'on mesure et qu'on arrive à un chiffre unique. Donc ça, je pense que ça a commencé à bouger. On a fait des focus group à la fin sur Annonay et ça bougeait un petit peu là-dessus. Et sur sensibiliser, moi, j'étais très, très embêté et je pense qu'il y a une réponse à ça. Quand les gens nous ont dit en séance de focus group à la fin des séminaires, de l'expérience, ils nous ont dit, nous, ça nous intéressait parce que ça nous a sensibilisés. Et j'étais outré. Je me disais, mais non, mais vous avez mesuré. Vous avez participé à la connaissance. J'ai rien dit, mais ça m'a vraiment fait réfléchir. Non, mais qu'est-ce qu'ils mettent derrière sensibilisation? Cette capacité à se dire, en fait, ça a ouvert, mais plutôt ça a ouvert des perspectives. Ça a peut-être ouvert des perspectives plus politiques sur comment recadrer les choses différemment. Quand je parle de pollution atmosphérique, qu'est-ce que c'est que cette sensibilisation? Et là, je pense à quelque chose une source d'étonnement et sur lequel c'est un os à ranger pour moi. C'est les travaux de Susan Listar et de Jeff Boker, Sorting Things Out, où la question de savoir comment on est qualifié par l'autre n'est pas du coup sensibilisé. C'est ça en fait, c'est-à-dire vous nous avez sensibilisé, vous nous avez mis dans la case des gens à informer et à sensibiliser. Et cette case-là, le fait que les gens se disent « je suis content d'être sensibilisé », pour moi, c'est comme une catégorie qui s'auto-impose et avec lesquelles ils sont tout à fait raccord. Et ça, je pense qu'en réétudiant le bouquin de Jeff Boker sur Sorting Things Out et de Susan Listar, je pense qu'on peut trouver, enfin moi, c'est mon propre questionnement, c'est comment trouver les ressources pour comprendre comment des gens sont très contents d'être dans des cases. Et en fait, c'est le sociologue qui n'est pas content que les gens soient dans des cases, mais peut-être que les gens sont très contents d'être dans des cases. Et donc, la case sensibilité, c'est une case qui leur va très, très bien. C'est ce qui est ressorti un peu de ces focus group qui moi, m'ont fait réfléchir en me disant, mais c'est pas possible, il ne faut pas dire ça. Enfin, vous êtes plus acteur, on vous met comme passif. Et en fait, c'est pas si évident que ça. C'est effectivement très intéressant comme perspective. Est-ce que d'autres questions se posent? Alors, je crois que non. Donc, s'il n'y en a pas qui surgissent d'ici ma conclusion, j'en profiterai seulement en fait, pour vous remercier chaleureusement au nom du CIRST et de l'équipe de vous être joints à nous aujourd'hui pour cette présentation. Donc, j'invite aussi les personnes présentes ici à se tenir à l'affût et vous de même, M. Charbonnet, vous êtes toujours le bienvenu à nos activités, bien sûr. Dans la plupart se tiennent en virtuel par la force des choses ces temps-ci. Donc, à se tenir à l'affût des communications du CIRST et des réseaux sociaux et de notre site Internet où toutes nos activités sont listées. Et une dernière fois, je vous remercie beaucoup pour cette présentation et remercie les participants pour les questions et les agréables discussions qui ont suivi. Merci beaucoup à vous.